Bonjour tout le monde et bon après-midi pour certains. Je crois que vous m'entendez tous. Merci à tous. Merci de nous avoir rejoints et nous nous excusons de ce retard technique qui s'est produit. Nous allons commencer le webinaire dans quelques instants. Je crois que nous avons déjà assez de participants qui nous ont rejoints. Je suis Philippe Gafichi, je suis le coordonnateur de programme régional à Paris 21. Merci à tous qui nous sont déjà rejoints pour ce webinaire qui est co-organisé par INSEE Afristat Paris 21 en partenariat avec la CEA. Et comme d'habitude, vous êtes déjà habitués à ce genre de conférences. Et pour cette conférence, comme vous l'avez vu dans les invitations et les documents que nous avons partagés, sera consacré au thème sur les méthodes d'échantillonnage pour les enquêtes par téléphone dans les contextes de la COVID-19, les opportunités et les arbitrages. Bien sûr, ce webinaire s'inscrit dans une série de conférences audiovisuelles qui sont organisées autour des différents thèmes méthodologiques et opérationnels, bien sûr, particulièrement pendant cette période de COVID-19, et des thèmes qui sont très pertinents aux instituts nationaux des statistiques. Comme vous le savez, nous avons démarré ce cycle de conférences fin juin avec une première conférence qui portait sur les statistiques démographiques et état civil, quoi de nouveau pour les INS. La deuxième conférence portait sur les enquêtes par téléphone en réponse à la COVID-19, défis et perspectives, qui a eu lieu fin juillet. La troisième conférence avait pour titre en quoi la démarche qualité en matière statistique aurait-elle aidé à atténuer les désagréments dus à la COVID-19. Et cette conférence a eu lieu en septembre dernier. La quatrième conférence avait pour titre communiquer les statistiques en période de crise, le rôle des INS pour contrer la désinformation. Et cette conférence a eu lieu début octobre. Je voudrais en fait vous informer que vous pouvez accéder à tous les documents et les enregistrements à travers le website de Paris 21. Donc, tout est disponible, vous pouvez y avoir accès. Bien sûr, donc, nous sommes très ravis que vous soyez ici. Je voudrais donc tout d'abord remercier tout particulièrement nos modérateurs et panélistes. Nous apprécions grandement votre participation dans ce webinaire, étant donné bien sûr les circonstances très difficiles que chacun traverse en ce moment de la pandémie. Avant de commencer, je voulais justement partager quelques points sur la logistique. On est déjà habitué à participer à ce genre de conférences à travers Zoom. Tout d'abord, si vous rencontrez des problèmes techniques pour suivre la discussion, veuillez les partager via le chat. Et bien sûr, un membre de notre équipe sera là pour vous aider. Nous vous demandons également à votre patience. Vous l'avez déjà vu que nous avons eu un problème technique. Donc, ce n'est pas évident que ça n'arrive pas de notre côté ou de votre côté. Donc, nous implorons votre patience. Deuxièmement, nous vous invitons à participer à notre discussion en partageant toutes les questions ou commentaires que vous avez avec les panélistes. Vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion
Vous pouvez taper simplement aussi votre message dans la case chat et nous allons récupérer les questions qui seront déjà données. Donc, je vais donc inviter les panélistes. Je vais dire, je vais introduire Monsieur Paul-Henri Guémémé pour faire l'ouverture de cette conférence. Monsieur Paul-Henri, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci. Allô? Paul-Henri, vous m'entendez? Je crois que Paul-Henri ne m'entend pas. Est-ce que je peux inviter Patrick Szilard, chef de département des méthodes statistiques au sein de la direction de la méthodologie et de la coordination statistique internationale à l'INSEE? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez la parole, monsieur. Merci, je vous entends. Bien, merci. Merci à vous. Donc, bonjour à tous, je suis Patrick Szilard, le chef du département des méthodes statistiques à l'INSEE France. Donc, c'est un département qui assure le support méthodologique pour l'ensemble des productions statistiques de l'INSEE. Et donc, je vous souhaite évidemment la bienvenue dans cette 5e conférence de la série Statistiques démographiques et État civil, quoi de nouveau pour les instituts nationaux de statistique, organisée par Afristat INSEE Paris 21, en partenariat avec la Commission économique de l'Afrique pour l'ONU. Et donc, ce 5e webinaire est consacré aux méthodes d'échantillonnage, comme l'a dit monsieur, pour les enquêtes par téléphone dans le contexte de la Covid-19. Alors, vous allez bénéficier de la présentation de 6 communications sur ce thème, qui est extrêmement important, évidemment, et puis qui revêt une acuité particulière dans cette crise du Covid, puisque, en effet, beaucoup d'enquêtes ont dû être aménagées, quand c'était des enquêtes existantes, pour permettre leur collecte de façon en instaurant une distance physique entre l'enquêteur et l'enquêté pour éviter les contaminations. Et puis, cette crise du Covid a également donné lieu à de nouvelles enquêtes pour mesurer des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de mesurer et qui sont spécifiques à la crise. C'est comme ça que de nouveaux modes de collecte ont été développés. Et évidemment, ça a mis en évidence l'importance de la compréhension des effets de mode de collecte sur les résultats de l'enquête, notamment quand il s'agissait, pour une enquête existante, d'adapter la collecte et de s'assurer que les résultats qu'on produisait avec cette adaptation étaient encore comparables avec ceux qu'on obtenait auparavant. Voilà, et puis cette crise a également mis en évidence l'importance de développer rapidement des modes de collecte qui permettent d'assurer continuité avec les outils existants et de collecter une information qui est donc particulière à la crise. Voilà, si on regarde un peu les enjeux, ils sont multiples dans ce champ. Donc, il y a des enjeux méthodologiques avec la question de la base de sondage et qui lui est liée la définition des unités échantillonnées et des unités statistiques qu'on peut travailler différemment selon les types de modes de collecte. Évidemment, la question de la correction de la non-réponse, parce que très vite, ce qui vient sur la table quand on s'intéresse à des modes de collecte différents, mais c'est la question de savoir qui répond à l'enquête, ou plutôt qui ne répond pas à l'enquête et en quoi ces personnes sont spécifiques au mode. Et donc, c'est très important, évidemment, quand on fait de la correction de non-réponse. Donc, bien sûr, de la maîtrise des effets de mode, aussi bien en termes de sélection, mais là, je viens d'en parler, mais aussi d'erreurs de mesure, puisque les gens peuvent ne pas répondre exactement de la même manière
à une même question selon qu'ils sont interrogés par un mode ou un autre. Bien sûr, de la nature des questions posées, qui peuvent être exposées à des biais, enfin qui peuvent générer des biais plus ou moins prononcés selon le type de mode. Et puis, plus spécifiquement et prosaïquement, je dirais presque, le sujet tout simplement des techniques d'atteinte des enquêtés par le téléphone. Est-ce qu'il faut relancer? Comment il faut relancer? Etc. Enfin, tout ça sont des sujets qui sont sur la table quand on s'intéresse à ces enjeux. Voilà, et donc, par ailleurs, je pense que ce sont des sujets sur lesquels il faut aussi être assez modeste, parce que ce sont globalement tous pratiquement des sujets qui sont sur la table du chercheur appliqué aujourd'hui, et sur lesquels on progresse vite, et je dirais presque par la force des choses, parce que justement, la crise nous oblige à avancer très vite sur ces sujets. Voilà, et donc ce séminaire va être l'occasion de dévoiler un panorama très complet, je trouve, en tout cas pour avoir vu les 6 présentations qui vont être faites de ces sujets fort importants, et je vous souhaite un excellent séminaire. Merci à tous. Merci beaucoup Patrick Szilard, pour cette introduction. Je vais juste passer à l'invitation de François Fontenot de Paris 21 pour donner son mot d'ouverture également. Merci. Merci Philippe. Bonjour à tous, et je serai très bref étant donné les retards à l'allumage de notre part à Paris 21. Donc, acceptez nos excuses pour ce problème technique. Ça arrive, même au meilleur, la preuve en est. Donc, toutes nos excuses, et la 6e sera beaucoup plus facile que la 5e. Bienvenue à tous, merci pour votre confiance et votre participation soutenue dans cette série. Merci en particulier à nos collègues de l'INSEE, Constance et toute l'équipe pour avoir mis sur la table cette excellente proposition qui fait suite à la conférence de juillet sur le sujet, qui était un petit peu plus opérationnelle et stratégique et un petit peu moins méthodologique. Et à la demande de beaucoup, il y a eu beaucoup de questions suite à cette conférence. Beaucoup de demandes pour aller un petit peu plus dans le détail des méthodologies et des aspects d'innovation méthodologique. Et donc l'INSEE a eu le courage de prendre cette demande à bras-le-corps et de proposer ce que je dirais est un excellent cadeau de Noël pour la communauté francophone, cette discussion avec 6 excellentes présentations. Merci beaucoup à nos collègues du HCP Maroc, de l'ENSEI Dakar et de la BCAO pour leur présentation aujourd'hui, et on attend tous d'excellents échanges. Pour vous confirmer également qu'on sera sur les écrans en 2021, Paris 21 avec ses partenaires Afristat, INSEE, la Commission pour l'Afrique des Nations Unies et peut-être l'Union africaine, travaille à la continuité de cette offre en langue française sur des sujets d'actualité méthodologique, stratégique, opérationnelle, afin d'apporter cette plateforme et ces échanges entre pays qui sont extrêmement importants alors qu'on est tous plus ou moins bloqués chez nous. Donc c'est une situation qui risque de durer encore quelques mois en 2021. Notre séminaire apportera sa petite contribution à l'édifice et à la communauté statistique francophone. Et on se réjouit à l'idée de vous retrouver tous l'année prochaine. Donc sans plus attendre, merci à nouveau et excellent séminaire à tous. Merci Philippe. Merci beaucoup François pour cette introduction. Je vais également inviter Madior Fall qui représente Afristat pour donner les mots d'ouverture. Monsieur Madior, vous avez la parole. Bonjour à tous. Et puis bon, merci de donner la parole. En fait, c'était aussi pour vous signaler que le DG d'Afristat Sport, Ali Gemameye. Tu peux ajouter le volume, s'il te plaît? On ne vous écoute pas très bien. Bon, ça va mieux? Ça va mieux, merci. Voilà.
Donc, c'était pour un peu excuser le directeur général d'Afristat parce qu'il est actuellement en mission à Lomé et des fois, bon, ce sont des aléas de la connexion Internet qui font que ça devient un peu difficile de l'avoir. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai vu que vous n'avez pas pu le joindre. Bon, en fait, très brièvement, hein, donc je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, que ce soit François ou Szilard. Donc, c'était pour dire que on est toujours partant pour ce genre d'initiative et effectivement, ce serait une très, très, très bonne idée que en 2021, ce genre de séminaire puisse se pérenniser un peu parce que, bon, on ne sait pas encore combien de temps on en a avec cette pandémie. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire et que, bon, on est attentif et je pense que l'enjeu est énorme parce que, comme l'a dit un petit peu l'INSEE, ce sont des questions méthodologiques nouvelles qui se posent à nous tous, statisticiens. Et au niveau d'Afristat, on a énormément de demandes de nos pays membres, en fait, pour se répondre en fait à cette situation de pandémie et comment continuer à avoir des activités statistiques assez réelles. Donc, je pense que ce séminaire sera très, très, très suivi et c'est très, très important qu'on puisse faire des avancées méthodologiques là-dessus. Voilà ce que je voulais dire un peu au nom d'Afristat. Merci. Merci beaucoup, M. Farr. Pour aller essayer de récupérer le temps que nous avons perdu jusque-là, je vais directement inviter notre modérateur de ce jour, Madame Constance Torelli. Madame Constance Torelli, vous avez la parole pour modérer les présentations qui vont suivre. Merci. Merci Philippe pour cette introduction. Et on change tout mon écran là, du coup j'ai plus rien. Ok. J'ai juste partagé l'agenda. D'accord, mais du coup ça a pris tout mon écran. Il faut que je... Ok, d'accord. Bon, ben, merci pour cette introduction. Donc, désolé encore une fois du retard. Je ne sais pas si Salma a pu avoir le temps d'expliquer à nos internautes comment ça marche, questions-réponses. Salma, tu as donné toutes les indications ou pas? Normalement, C'est c'est fait. pas fait, mais C'est fait. Ah, d'accord, parce que j'ai dû prendre le truc en route. Ok. Bon, bah, écoutez, alors on va se lancer. Alors, donc, nous sommes ravis, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 5e conférence. Celle-ci se situe dans le prolongement de la 2e visioconférence que nous avons organisée les 28 et 29 juillet dernier, qui portait sur les enquêtes par téléphone en réponse à la Covid. Et on avait eu beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas apporté complètement toutes les réponses par faute de temps. Et du coup, il nous a semblé intéressant de revenir sur le sujet, puis en abordant plus spécifiquement ici les questions d'échantillonnage, des biais qui sont introduits par la non-réponse et les solutions proposées pour assurer la représentativité des échantillons, enfin de la population observée dans les enquêtes. Alors pour cette première session, puisqu'il y en a deux, hein, une aujourd'hui et une demain, pour cette première session, nous avons donc le plaisir d'accueillir des représentants issus de 3 institutions. En premier lieu, l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, l'ENSAE de Dakar, le Haut Commissariat au plan du Maroc et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc là déjà, rien qu'avec les institutions, on a une variété d'approches. Et puis, on va voir quelles expériences ils vont nous présenter. Donc, on va commencer par le Maroc. Donc, on accueille Monsieur Eloussine Misbah. Bonjour, Monsieur Misbah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur diplômé de l'Institut national de la statistique d'économie appliquée INSEA du Maroc et vous êtes actuellement chef de service de l'échantillon-mètre à la direction de la statistique au HCP. Alors, l'opportunité d'une enquête auprès des ménages sur le terrain juste avant le confinement vous a permis de reconduire une autre enquête pendant le confinement, mais cette fois-ci par téléphone.
Ce qui vous a amené donc à vous interroger sur la mise en place d'un plan de sondage qui tient compte de l'enquête préexistante. Mais sans plus attendre, je vous laisse la parole à M. Misbah pour 15 minutes. À vous. Merci. Monsieur Misbah, vous êtes prêt? Allô, allô? Oui, bonjour madame. À vous, c'est à vous, Monsieur Misbah, pour 15 minutes. Merci. Oui, Merci. merci de m'avoir. Voilà, vous avez 15 minutes et je rappelle aux internautes qui peuvent, qu'ils n'hésitent pas à écrire, enfin à poser des questions directement dans la box, ce qui nous permettra d'avancer puis de rattraper un peu ce retard à la fin. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravi de participer à ce webinaire concernant l'effet de Covid sur les enquêtes auprès des ménages ou bien auprès des entreprises. Mon intervention s'articule autour de 7 points essentiels. Dans un premier temps, je vais consacrer une introduction sur le contexte de cette rencontre, les principaux objectifs de l'enquête Covid, le type d'enquête menée, la phase de sondage des populations cibles, les critères de stratification adoptés pour la réalisation de... Excusez-moi, monsieur, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? Merci. D'accord, merci. Mon plan d'intervention s'articule en 5 points. Premièrement, le contexte de l'enquête. Deuxièmement, le principal objectif de l'enquête, le type d'enquête. Quatrièmement, c'est la base de sondage utilisée pour mener cette enquête et la population cible. Les critères de stratification menés, la taille de l'échantillon, l'extrapolation des résultats, et je vais vous donner un certain nombre de sites sur les principaux résultats. Concernant le contexte, le grand commissariat au plan, au cours de cette période. On vous entend toujours vraiment pas bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Je dirais que le grand commissariat au plan, au cours de cette période, pour assurer la continuité de la collecte des données, la production et la division des indicateurs, respect des engagements du marché, le cadre spécial de la diffusion des résultats, qui concerne. Monsieur Misbah, on ne vous entend pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, qu'est-ce que je vais... On vous entend très peu. Bon, Monsieur Misbah, je ne sais pas si vous nous entendez, mais effectivement. Oui, je vous entends. Et vous? D'accord, ok. Donc, en fait, le son part et revient à chaque fois. Ça s'amoindrit et puis ça revient. Vous pouvez vous connecter avec des écouteurs ou un casque. D'accord. Maintenant, vous m'écoutez maintenant? Oui, on vous entend là. D'accord. Je dirais que au cours de cette... Plus maintenant, on vous entend plus maintenant. Je propose en fait que vous régliez votre problème technique. Pendant ce temps-là, peut-être qu'on peut enchaîner sur la prochaine présentation et revenir à vous juste après. Oui, j'en ai aucun problème. Mais est-ce que vous m'entendez maintenant? En fait, ça part et ça revient. Du coup, si vous pouvez changer De position? Oui, je ne sais pas si vous avez un téléphone ou si c'est vos écouteurs, mais on va enchaîner sur la prochaine présentation. Et si vous pouvez trouver des écouteurs ou quelque chose pour qu'on vous entende mieux, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Constance, à toi. Merci, Salma. Oui, Monsieur Misbah, peut-être que là, il y a un petit souci de technique. Donc, le temps que vous régliez ce problème, nous proposons de passer directement à la présentation de Monsieur Oumar Diop. Monsieur Oumar Diop, donc,
Vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSAE, donc depuis 2018 à Dakar. Vous êtes chargé de cours sur l'ingénierie d'enquête, tout ce qui concerne la méthodologie, collecte informatique, analyse des données, etc. Et avant d'intégrer l'ENSAE, vous étiez en poste à l'Institut de la statistique, à l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal. Donc, je préviens que l'assistance que vous allez nous présenter une expérience qui est en cours actuellement à l'ENSAE, que les travaux sont menés par les étudiants dans le cadre de leur cursus de formation. Donc, Monsieur Diop, je vous laisse la parole pour 15 minutes, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup Constance. Je ne sais pas si c'est possible que je partage moi-même. Il n'y a aucun souci, allez-y. Ok, merci beaucoup. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Ok, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de participer à ce webinaire. Comme a dit Constance, nous sommes dans le cadre d'une enquête pédagogique, donc une enquête qui est menée par des élèves sous l'encadrement du corps professoral. L'enquête portait sur les effets de la COVID et stratégies de résilience du système académique. Donc, ça a été fait dans un contexte particulier. Donc, une enquête téléphonique. Je vais en détail vous exposer ce qui a été fait comme échantillonnage et ce qui a été utilisé pour redresser les estimateurs. Mon intervention va s'articuler autour de 3 points. Le premier point va aborder le contexte, la justification et les objectifs de manière assez brève. Par la suite, nous allons parler de l'échantillonnage et du déroulement de la collecte. Et enfin, nous allons voir le calcul des pondérations et le redressement qui a été mené. Pour ce qui est du contexte, comme vous le savez, nous sommes face à une pandémie qui a touché tous les pays, tous les secteurs. Et pour essayer d'endiguer la maladie, des mesures ont été prises. Ces mesures sont entre autres des mesures de distanciation sociale, des mesures pour appeler des populations à porter des masques ou bien à être confinées. Et le secteur de l'éducation n'a pas été en reste, en tout cas pour ce qui est du Sénégal, parce que l'État a pris la décision en mars de fermer les classes, que ce soit au niveau des écoles comme au niveau des universités. Néanmoins, ils ont essayé de mettre en place un programme en parallèle qui était un apprentissage à distance par des émissions télévisées, par une plateforme web, une page YouTube. Mais ça n'a pas quand même, ça a toujours créé quelques incidences au niveau du fonctionnement des écoles, au niveau que ce soit financier ou bien au niveau même du fonctionnement académique ou bien administratif. Et nous avons pensé qu'il serait utile de mener une enquête pour essayer d'évaluer les effets de la COVID sur le fonctionnement des lycées, des instituts d'enseignement supérieur dans la région de Dakar. Et essayer aussi de comprendre les stratégies d'adaptation de ces institutions ainsi que celles des apprenants. L'enquête a touché toute la région de Dakar. Nous n'avons pas pu faire pour tout le Sénégal, mais il faut comprendre que Dakar concentre un quart de la population du Sénégal. Et nous avons visé l'ensemble des instituts supérieurs et des lycées, mais aussi les élèves et étudiants qui fréquentent ces institutions. Nous avons mobilisé 122 enquêteurs pendant 10 jours avec une enquête téléphonique. Donc l'enquête était faite par téléphone. Donc la formation aussi a été faite par visioconférence. Et on a pris 2 jours pour essayer de voir est-ce que le dispositif qu'on avait mis en place était efficace et permettait de répondre aux objectifs qui étaient visés. Donc, nous avons opté pour un recensement dans la mesure où l'enquête ne concernait que Dakar et on avait un certain nombre d'enquêteurs. Nous avons visé à enquêter l'ensemble des 246 instituts et lycées formels, que ce soit du privé ou bien du public, qui sont établis à Dakar. Et dans chaque institution, nous avons
enquêté 10 étudiants pour essayer aussi de capter un peu comment la pandémie a affecté les modes d'apprentissage, comment ça a impacté l'emploi du temps des élèves et des étudiants. L'enquête s'est faite avec quelques difficultés. Comme vous le savez, le problème majeur dans les enquêtes téléphoniques, c'est la non-réponse. Et une bonne partie des établissements avaient refusé d'être enquêtés par téléphone, disant qu'ils ne connaissaient pas ce qui font l'enquête, bien qu'on a envoyé des correspondances qui étaient signées par le ministre de l'Éducation ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur, de même que le DG de l'ANSD. La plupart des administrations avaient au début refusé de participer à l'enquête, ce qui a amené du retard dans l'administration des questionnaires et des cas de refus. Pour solutionner ce problème, nous avons fait appel à des facilitateurs qui sont au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale, qui ont pu appeler quelques administrations, essayer de négocier des créneaux pour administrer le questionnaire. Nous avons aussi comme difficulté un refus presque systématique des écoles à donner la liste des élèves ou bien étudiants à enquêter sous motif que c'était des données personnelles. Donc, ce qui fait que l'enquête complémentaire qui devait être faite au niveau des élèves a aussi pris du retard. Donc, la stratégie qu'on avait, c'était de trouver un élève de l'institution et ensuite, par une méthode de boule de neige, essayer de remplir le quota. Bon, il y a des écoles aussi qui ont mis à notre disposition des listes d'élèves à enquêter, qui ont pris le soin de faire de sorte que ces listes puissent prendre en compte le genre ainsi que les niveaux, mais ça n'a pas été le cas dans l'ensemble des administrations. Nous avons aussi eu un refus assez important au niveau des écoles qui sont dans le public, ce qui est un peu paradoxal dans la mesure où c'était eux qui devaient peut-être être plus prompts à répondre, mais c'est au niveau du privé où on a eu plus de réponses. Peut-être qu'il y a d'autres explications, comme ils peuvent attendre à des retombées, mais pour ce qui est des universités publiques, ils n'ont pas voulu répondre sous prétexte qu'ils étaient dans une période d'examen. Donc, ce qui fait qu'on a une disparité de la non-réponse suivant le statut de l'établissement et le niveau. Beaucoup de numéros étaient injoignables ou bien on avait beaucoup de reports. Ce qu'on faisait, c'est que on essayait de rappeler le dernier étudiant avec qui on a eu un entretien pour essayer d'obtenir un numéro de remplacement. Bon, globalement, nous avons des taux de réponse acceptables. Globalement, on est à 79%. Donc, c'est au niveau des instituts supérieurs du public où on a le taux le plus faible, qui est de 54%. Au niveau des lycées, c'est très satisfaisant. On est à 92% de réponse. Et globalement, les taux tournent entre 80, 81% et 79%. Pour essayer de corriger la non-réponse, nous avons pensé à caler la structure de notre population, donc de notre échantillon à la structure de la population mère, parce que ce qu'on avait initialement comme information, c'était le statut de l'école et le niveau. Donc, nous avons essayé de trouver des poids qui nous garantissent de retomber sur les marges. Les marges, c'est quoi? C'est les totaux du tableau de contingence qui est obtenu entre le statut de l'école et le niveau. En fait, le calage, le principe, c'est quoi? On va essayer de trouver des poids qui ne s'éloignent pas du poids initial. Nous, on a fait un recensement, donc ce qui fait que initialement, il n'y avait pas de pondération, donc chaque école comptait pour lui-même. Le but, c'était quoi? Trouver des poids qui vont agir comme des corrections d'un défaut de couverture, donc trouver des WK proches de ce qu'on avait initialement pour essayer de corriger notre échantillon et retomber sur les marges. Donc ici, les marges, c'est quoi? C'est
les totaux qu'on a pour chaque variable. Et quand on a appliqué le calage sur marge, on a vu que on a eu des résultats qui nous rassurent dans la mesure où il n'y a pas eu trop de distorsion entre les poids initiaux et les poids finaux. Donc, ce qui fait qu'on est entre 0,8 comme minimum et 1,2 comme maximum. Pour ce qui est de l'échantillonnage au niveau, ou bien de la pondération au niveau des étudiants, en fait, chaque école va être pondérée par, par le WI qui est trouvé lors du calage. Et pour avoir le poids d'un étudiant, il faut multiplier le poids de l'école avec le poids qu'on a obtenu de l'étudiant qui est quoi? Qui est l'effectif total qu'on a au niveau de l'école sur l'effectif qui a été enquêté dans cette école, qui théoriquement devrait être 10, mais il y a quelques écoles pour qui on n'a pas pu atteindre ce quota à cause des refus et à cause aussi des numéros injoignables. Et il y a aussi une bonne partie des écoles qui a refusé de donner le nombre d'étudiants qui étaient inscrits au niveau de l'école. Donc, ce qu'on a pu faire, nous sommes rapprochés des sectoriels tels que le ministère de l'Éducation nationale ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer d'obtenir les effectifs au niveau de ces écoles. Donc, ce qui nous a permis par la suite de pouvoir corriger à la fois le poids des écoles et le poids des étudiants. Et globalement, voilà ce que je voulais présenter. Et nous vous remercions pour votre attention et sommes ouverts à l'ensemble des contributions dans le sens d'améliorer ce travail. Merci beaucoup. Merci Omar pour cette présentation. Donc, bon, on a bien vu que l'exercice n'était pas facile pour les étudiants. Ils ont choisi un thème extrêmement intéressant et certainement proche de leurs préoccupations, puisque eux-mêmes ont été impactés, si je puis dire, pendant le confinement avec les cours en ligne. Et donc, l'exercice n'est pas facile dans la mesure où effectivement, vous avez deux échantillons avec un dépendant de l'autre, si je puis dire, et puis avec deux questionnaires également, méthode de collecte par téléphone. Enfin, il y a eu pas mal d'innovations. Donc, cette enquête, elle fera certainement référence, en tout cas dans les annales de l'école. Et il faut préciser également que cette enquête sert ou bien va servir tout au long de l'année à de nombreux supports. Enfin, ça va servir de support pour de nombreux cours qui sont donnés pendant l'année scolaire aux étudiants de première, deuxième et troisième année. Donc, merci encore pour cette présentation. Il y a des questions qui arrivent déjà sur votre présentation, mais on les posera à la fin. Donc là, je ne sais pas si on passe à Monsieur Misbah, s'il a réglé son problème de son. Monsieur Misbah, est-ce que vous êtes prêt ou bien on passe à la BCEAO? Je suis prêt, mais je suis en train de régler ce problème. Je ne sais pas, est-ce que le problème persiste encore? Pour l'instant, on vous entend très bien. Hein. Donc, on fait un essai à nouveau? Je l'espère bien. On fait un essai avec vous alors. Je m'excuse sur ce retard parce que non, je vous en prie. Ça dépasse mes questions. J'ai dit tout à l'heure que le Haut Commissariat au Plan a déployé au cours de cette période pour assurer la continuité de la collecte des données, la production et la diffusion des indicateurs en respect des engagements du Maroc dans le cadre de la norme spéciale de diffusion des données qui concerne les prix, l'enquête sur l'emploi et les comptes nationaux. Le ACP visant à répondre régulièrement aux besoins nationaux en matière de données statistiques fiables et actuelles, portant sur les différents aspects de la vie économique, sociale et environnementale dans notre pays. Les réalisations du ACP dans le domaine du suivi de la pandémie de COVID-19 en présentant les approches méthodologiques et techniques et organisationnelles adoptées pour la mise en œuvre d'enquêtes ponctuelles et de panels et de diffusion des résultats qui s'en dégagent permettent d'appréhender les impacts socio-économiques de cette pandémie sur la population, les entreprises, parce que ce sont deux pôles qui contiennent des enquêtes. Dans le contexte
Haut Commissariat au Plan ACP a réalisé une enquête panel en 2 phases durant la période allant du 14 au 23 avril. C'est le premier passage. Avant le confinement, il a réalisé une enquête en 2 phases, une phase avant le confinement et une autre phase pendant le confinement, qui date du 15 au 24 juin 2020. L'enquête, il a pour objectif d'évaluer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages marocains, et aussi estimer l'effet du mode de collecte des données de l'enquête Covid-19 auprès des ménages, c'est-à-dire la méthode CAPI en face à face, et CATI, c'est-à-dire par la méthode du téléphone, quel est l'apport du changement du mode de collecte une fois les données de l'enquête sur les niveaux de vie sont disponibles. Je porte à votre connaissance que l'enquête que nous avons menée est une enquête en 2 phases. Une qui concerne la première phase, il concerne les données de l'enquête sur les niveaux de vie des ménages, et la deuxième phase, c'est l'enquête Covid. Les objectifs assignés à cette enquête se résument comme suit: appréhender l'évolution des comportements socio-économiques et préventifs dans le contexte de la pandémie de Covid-19, évaluer les répercussions de cette crise sanitaire sur les différentes couches de la population marocaine en termes d'accès à l'éducation, aux soins de santé et l'emploi et aux revenus. Pourquoi le revenu? Parce que c'est une variable quantitative et que l'enquête sur le niveau de vie est une enquête qui s'articule essentiellement sur des caractéristiques, sur des variables qui sont quantitatives, à l'encontre d'autres enquêtes qui ont pour objectif de dégager des proportions. Et c'est la seule enquête où il y a des variables quantitatives, c'est-à-dire l'enquête sur la consommation et les dépenses des ménages et l'enquête sur les niveaux de vie, qui se base essentiellement sur les quantités consommées et la valeur de ces quantités consommées. Troisièmement, appréhender l'évolution des rapports sociaux dans le contexte du confinement sanitaire instauré pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Saisir les effets différenciés et spécifiques aux différentes catégories de la population, entre les hommes et les femmes, et les garçons et les filles, de l'impact de la crise sanitaire. Les objectifs par passage sont de 2 catégories. Au premier passage, nous avons l'objectif, c'est de dégager les niveaux d'affectivité du confinement, la connaissance des ménages relatifs au Covid-19, approvisionnement domestique en produits de consommation et d'hygiène, et les sources de revenus en situation de confinement, l'accès à l'enseignement, l'accès aux services de santé et les réactions psychologiques. Pour le deuxième passage, suivre l'évolution des comportements préventifs et sociaux, les gestes barrières, la consommation alimentaire, la santé, s'enquérir sur leur intention de la réaction aux risques infectieux et leur perception à l'égard du mode de vie en période de confinement. Comprendre comment s'organisent les pratiques et les routines des membres de ménage dans le cadre du confinement, les problèmes relationnels au sein du même ménage et partage des tâches domestiques. Et individualiser les répercussions de la pandémie sur les différentes catégories de la population ciblées par l'enquête en termes d'emploi, d'accès, d'éducation et aux soins de santé. Le troisième point, c'est le type de l'enquête. C'est une enquête, il s'agit d'une enquête panel en 2 phases pour suivre la situation des ménages pendant et après le confinement. Pourquoi panel? Parce que les ménages ils sont interrogés durant l'enquête sur les niveaux de vie des ménages, et c'est ça le premier passage. Et le deuxième passage, qui concerne l'enquête proprement dite, qui concerne la COVID-19. La première phase
J'ai dit qu'à concerner les ménages enquêtés dans le cadre de l'enquête sur les niveaux de vie des ménages 2019 et 2020, menée auprès d'un échantillon d'environ 3300 ménages, sélectionnés de la base de sondage initial qui est l'échantillon maître marocain et qui est élaboré sur la base des données du recensement de la population et de l'habitat de 2014, élaboré pour répondre aux besoins d'échantillonnage des différentes enquêtes auprès des ménages menées par le Haut Commissariat au Plan et les autres départements ministériels durant la période intercensitaire 2016 et 2026, sur la base des données statistiques et cartographiques du recensement de la population. La deuxième phase concerne les ménages de la première phase disposant d'un téléphone fixe en mobile, sachant que le taux de couverture de téléphone au Maroc n'est pas égal à 100%. L'échantillon concerné, c'est de 3300 ménages, mais la population ciblée qui dispose d'un téléphone, ils sont de 2350, avec une fréquence de 1524 ménages disposant d'un téléphone au niveau de l'urbain et de 826 ménages disposant d'un téléphone au milieu rural. La base de sondage, comme je viens de... Monsieur Misbah, on vous a perdu. Vous nous entendez? Allô, allô? Monsieur Misbah? Bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui avec le Maroc. Je suis vraiment désolée pour ces petits problèmes techniques. Bon, bah, du coup, ça Je marche. pense qu'on va Si tu veux passer à la bien, je pense BCAO. aujourd'hui, on n'a pas de chance, on a des problèmes techniques qui s'accumulent. Bon, voilà, c'est les aléas du direct. Je propose donc de passer à la troisième présentation. Si M. Misbah arrive à régler ses problèmes, peut-être qu'on reviendra, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de suivre. Cela dit, vous avez tous les présentations qui sont disponibles sur le site. Donc, Monsieur Lembo, donc on va passer à la BCAO. Monsieur Mathieu. Madame, est-ce que c'est... Ah, c'est bon, vous êtes là? Oui, Misbah. Ok, ben on reprend alors. On essaye de finir. Okay. Oui, d'accord. Je vais faire vite pour finir. Ok, pas de souci. Je vous remets votre présentation. Il me reste combien de temps, madame? Plus beaucoup, je pense, mais vous pouvez continuer. Donc, je vais faire vite. La base de sondage, il est constituée de 3300 ménages, mais ces ménages qui disposent d'un téléphone, ils sont de l'ordre de 2100. L'unité d'observation, pour nous, pour cette enquête Covid, il concerne les chefs de ménage. Le questionnaire il est adressé essentiellement aux chefs de ménage. Vous passez, madame. Le critère de stratification, ils sont une stratification. Ils respectent la stratification adoptée pour l'élaboration de l'échantillon maître. Ils sont une stratification géographique selon la région, le milieu, et ainsi de suite. Et ils concernent aussi, au milieu urbain, la catégorie le type d'habitat en milieu urbain et le type de relief en milieu rural. Je passe. Allez-y. Concernant la taille de l'échantillon, il est évident que la détermination de la taille de l'échantillon au niveau de la première phase dépend de plusieurs paramètres, dont essentiellement l'effet du plan de sondage, la proportion à estimer, l'erreur d'échantillonnage, l'erreur
d'échantillonnage et le taux de non-réponse. En combinant tous ces éléments, il a été décidé de prendre une taille de l'échantillon de 3300 ménages pour mener l'enquête sur le niveau de vie. Mais concernant l'enquête sur la COVID, il concerne les ménages interrogés dans le cadre de l'enquête sur le niveau de vie, mais qui disposent d'un téléphone. Il n'y a pas de tirage. Je passe. La taille de l'échantillon est de 2100 ménages concernant cette enquête. Je passe. Les probabilités d'inclusion, ils sont similaires à de l'enquête COVID. C'est exactement la même chose que les coefficients d'extrapolation calculés au niveau de l'enquête sur les niveaux de vie, avec un terme de correction de la non-réponse qui est un coefficient de correction de l'ordre de... Le coefficient de correction de la non-réponse, c'est le nombre de ménages enquêtés divisé par le nombre de ménages théoriques. C'est ça le coefficient de correction de la non-réponse. C'est-à-dire, mais tout ça, il a été décidé de corriger la non-réponse en se basant sur des coefficients sur la marge dégagés d'après les projections de la population et les projections des ménages. Je passe. Concernant les publications, ils sont sur le site, ils sont de quatre résultats. L'enquête sur la situation socio-économique, l'évolution du comportement des Marocains face à la pandémie, la répercussion de la pandémie sur la situation des ménages, le rapport social dans le contexte de la pandémie Covid-19. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Vous pouvez conclure. Comment? Vous pouvez conclure. Concernant l'effet de la pandémie, on est en train de publier les résultats de l'enquête sur le niveau de vie, qui est le point de départ, et nous avons les résultats de l'enquête Covid, dont on va calculer l'effet de la méthode de collecte en calculant la variance au niveau Covid divisé par rapport, c'est-à-dire on cherche l'indicateur après Covid, avant Covid, par rapport on cherche. On ne vous entend plus, Monsieur Mesbah. L'effet de Covid, c'est de calculer une variance d'un paramètre donné entre l'enquête Covid et l'enquête sur le niveau de vie, c'est-à-dire la base de sondage. C'est ça l'effet de la méthode de collecte. Parce que le Covid, il a utilisé le téléphone et l'enquête sur le niveau de vie a utilisé un face-à-face. Donc, on veut mesurer l'effet de ce téléphone, de l'utilisation de CATI par rapport à CAPI. Et merci de votre attention. Merci, Monsieur Misbah. Donc, l'exercice n'a pas été facile, mais vous êtes arrivé au bout. Évidemment, comme vous l'avez compris, on s'intéresse énormément aux questions méthodologiques plus que sur le contenu même de la thématique des enquêtes. On sait que c'est sur l'impact du Covid sur les conditions de vie, mais ce qui nous intéresse effectivement, c'est les aspects techniques à partir d'une enquête face à face récente. Et vous avez eu de la chance, si on peut s'exprimer ainsi, juste avant le confinement, d'effectuer cette enquête. Une première enquête sur le terrain et qui vous a permis de récolter pas mal de numéros de téléphone pour ensuite interroger les ménages pendant le confinement.
Et là, je ne sais pas s'il est prévu un autre passage pour cette enquête, si on s'inscrit dans un processus de panel, je ne sais pas. Mais en tout cas, hormis les résultats même de l'impact sur les conditions de vie, on voit qu'il y a vraiment matière à approfondir toutes ces questions méthodologiques sur, évidemment, la comparaison du mode de collecte. Ça, c'est extrêmement intéressant de faire pas mal de travaux là-dessus pour comparer justement les deux modes. Et puis, bien préciser les redressements qui ont été faits, tenant compte des non-réponses, et puis du profil des ménages qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu. Donc là, il y a beaucoup de matière à approfondir. Mais merci. Je pense qu'on pourrait faire à la limite un autre séminaire. Bien. Donc pour la communication suivante, la dernière donc de cette première session, c'est la BCEAO qui est en charge de cette présentation. Donc elle sera assurée par un binôme, monsieur Mathurin Demboto et monsieur Nakizenon de la BCEAO. Alors, monsieur Dembo est ingénieur statisticien économètre qui lui-même a été formé à l'école statistique d'Abidjan, l'NCA, et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aussi ancien chef de service des prix des enquêtes auprès des ménages au sein de l'Institut de l'INS du Burkina. Et depuis 2000, il a rejoint la BCEAO et il est actuellement chef de service des travaux statistiques au siège de la BCEAO. Et M. Maxime Nakizenon est ingénieur statisticien économiste, ISE, formé également à l'école de statistique à Dakar, et il est chargé actuellement des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises et des ménages à la BCEAO. Donc, je vous laisse la parole, messieurs, pour une quinzaine de minutes. Merci. Bonjour à tous. Merci, j'espère que vous m'entendez bien, qu'on aura moins de problèmes à Dakar. Très bien, Mathieu. Okay. Très bien. D'accord. OK. D'accord. Donc, je remercie Constance de nous avoir associés à cette rencontre. Je pense que notre communication aurait été beaucoup plus indiquée pour la session précédente, mais je pense qu'on va essayer quand même de présenter l'enquête et puis essayer de dire ce que nous faisons en termes d'échantillonnage et de traitement de non-réponse. Mais excusez quand même, on va insister un peu sur la présentation de l'enquête et puis donner les éléments sur la correction des non-réponses, même si ce que nous faisons, nous ne pensons pas que ce soit vraiment de très grosses innovations. Ce sont des enquêtes que nous avons commencées l'année passée. Il y a beaucoup plus de défis beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés. On espère qu'à la sortie de cette rencontre, il y aura des éléments qui vont nous permettre d'améliorer ce que nous faisons au niveau de la Banque centrale. Donc, nous allons présenter essentiellement deux enquêtes. Une première enquête par téléphone auprès des ménages, une deuxième enquête par téléphone auprès des entreprises qui, elle, a été organisée de façon spécifique dans le cadre de la COVID. Bon, les enquêtes par téléphone, disons, c'est un système qu'on a mis en place depuis longtemps. Ce n'est pas spécifique à la pandémie de la COVID-19. Par contre, nous avons conduit des enquêtes spécifiques par téléphone auprès des entreprises qui étaient guidées essentiellement par la problématique de la COVID, de la pandémie de la COVID-19. Et on va terminer un peu par des perspectives, étant donné, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a beaucoup de défis. Donc, s'il vous plaît, voilà. Merci, madame. Donc, en introduction, on voudrait indiquer juste qu'au niveau de la Banque centrale, nous sommes, comme la plupart des banques centrales, on est beaucoup plus spécialisé dans la conduite des enquêtes auprès des entreprises. On comprend un peu pourquoi, parce que le premier maillon de transmission de nos politiques monétaires, c'est d'abord les entreprises avant d'aller vers les ménages. Donc, on a un dispositif de suivi de la conjoncture auprès des entreprises qui date de longtemps. Depuis l'année 1997, nous conduisons ces enquêtes-là. Nous sommes même pionniers dans l'UEMOA pour certains indicateurs, comme l'indice du chiffre d'affaires. On a commencé un peu avant même certains INS pour pallier l'absence de ces indicateurs dans les INS. Actuellement, les INS sont rattrapés. Mais par contre, au niveau des ménages, la Banque centrale ne s'y aventurait pas. Donc, on a commencé vraiment les enquêtes auprès des ménages seulement au cours des 2 dernières années.
pour essayer de compléter nos dispositifs existants auprès des entreprises. Donc, notre ambition, c'est d'avoir donc une appréciation plus complète de l'évolution de la conjoncture pour les besoins de politique monétaire et de pouvoir calculer des indicateurs assez rapidement qui vont nous aider dans l'étalonnage d'un indicateur avancé de PIB trimestriel que la Banque centrale élabore. Donc, je précise bien, un indicateur avancé du PIB trimestriel, ce ne sont pas des comptes trimestriels qui en rien ne s'opposent à ce que les INS font de façon plus détaillée, de façon plus complète au niveau des instituts nationaux de la statistique. Vous pourrez avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'indiquais qu'en plus, dans le cadre de la COVID, la banque a conduit des enquêtes auprès des entreprises. Bon, on reviendra dessus. Bon, à un moment donné, on a un dispositif d'enquête qui est là depuis 1997, comme je l'indiquais, mais dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, il y avait d'autres problématiques qui se posaient. Il était souvent difficile d'accéder aux entreprises, tout le monde se protégeait. Donc, il a fallu recourir à des enquêtes par téléphone qui étaient spécifiques. Donc, avant d'avancer un peu dans ma présentation, je voudrais signaler que toutes les enquêtes que nous allons vous présenter, nous les avons essayé de les mettre en place avec un appui technique de l'INSEE. La BCEAO a une convention de coopération avec l'INSEE depuis 2015 qui nous permet de bénéficier de l'appui technique et méthodologique de l'INSEE chaque fois que nous voulons mettre en œuvre des outils. Donc, on a bénéficié de cet appui-là pour mettre en place nos enquêtes de conjoncture et également indiquer que ce que nous allons dire sur les enquêtes auprès des ménages, l'idée, l'enquête est conçue au niveau de la Banque centrale, mais ce sont des enquêtes que nous réalisons en collaboration avec les instituts nationaux de la statistique des différents pays de l'UEMOA, notamment l'Institut national de la statistique, l'ANSD du Sénégal, qui nous a beaucoup accompagnés, notamment du fait que cet institut-là dispose d'une plateforme d'enquête par téléphone. Voilà, donc je vais poursuivre, s'il vous plaît. Au niveau, j'aborde l'enquête ménage pour dire qu'à ce niveau, un peu à l'image de ce que l'ami du Maroc a présenté, bon, on a eu la chance d'avoir commencé le dispositif d'enquête avant la pandémie de la COVID. Donc, nous avons, le dispositif a été mis en place au Sénégal en 2018, dans les autres pays en 2019. Nous avons pu réaliser ce qu'on appelait une enquête de référence, où nous sommes allés directement sur le terrain pour collecter des informations sur les ménages. Donc, en 2019, dans tous les pays, nous avons fait des opérations, ça a été conduit par les INS. Les enquêteurs sont allés dans les ménages, ont recueilli des informations de base auprès de ces ménages-là et ont collecté les numéros de téléphone sur lesquels l'enquête par téléphone a pu être conduite en 2020. Donc, on a eu cette chance-là. On avait déjà la liste des ménages, on avait leur numéro de téléphone et cette enquête de base-là nous avait permis de prendre toutes ces informations, à quel moment le ménage veut qu'on l'appelle, quelle est la langue qu'elle veut qu'on utilise. Tous ces éléments-là étaient déjà disponibles en 2020 après cette enquête de référence-là. Donc, après cette enquête de référence, donc, après, nous pouvons faire des enquêtes trimestrielles, étant donné que nous avons déjà les numéros de téléphone des ménages et on a utilisé la plateforme, des plateformes dédiées d'enquête par téléphone pour appeler les ménages et collecter ces informations. Donc, on va continuer, s'il vous plaît. Au niveau de l'enquête auprès des ménages, bon, c'est notre questionnaire, bon, étant donné la nature, bon, ça, on le sait, étant donné la nature de l'enquête, c'est par téléphone, il fallait limiter un peu les items de collecte pour que le ménage puisse, l'appel téléphonique puisse tenir dans un temps un peu maîtrisé. Donc, on pose les questions, ce sont, disons, des questions d'opinion sur la perception des ménages portant notamment sur la situation économique, le chômage, l'évolution des prix, la situation financière, les opportunités d'achat des ménages et les perspectives d'épargne des ménages. Donc, tous ces indicateurs-là, nous collectons des éléments sous forme de solde d'opinion. Est-ce que la situation économique s'est dégradée, un peu changée, nettement améliorée? Bon, pour toutes ces questions, il faut dire qu'au début, on avait un peu des appréhensions quant à la capacité des ménages à répondre.
bon, est-ce que le ménage peut avoir une anticipation des prix, une anticipation, est-ce qu'il a une opinion? Donc, on avait mis des modalités, ne sais pas, pour nous permettre de voir quelle est la proportion des ménages qui arrivent à donner une opinion. Mais bon, je pense que quand même, on a été agréablement surpris de voir que la plupart des ménages, quand on leur pose les questions, arrivaient quand même à donner une opinion vue de leur côté de l'évolution de tous ces indicateurs-là. Donc, ça nous permet en définitive de construire un indicateur qu'on appelle un indice de confiance de ménage et qui essaie de combiner les soldes que nous obtenons des différents items que nous avons évoqués plus haut. Voilà. Bon, en matière de sondage, je disais que, bon, on n'a pas grand-chose à dire. C'est l'enquête qui a été faite l'année passée. On a fait juste un sondage à 2 degrés. On a tiré d'abord les zones de dénombrement. Ça a été fait par les INS. Avec comme base de sondage, généralement les derniers éléments du recensement disponibles. Mais dans les pays de l'UEMOA, on a également la chance d'avoir des opérations communes qui sont réalisées, qui permettent à ces États-là de mettre à jour les bases de sondage. Par exemple, la toute dernière, c'est l'enquête harmonisée de la Banque mondiale sur le niveau de vie des ménages, qui a permis, par exemple, au pays de faire des mises à jour des zones de dénombrement. Donc, à partir de cette base-là, nous tirons d'abord les zones de dénombrement. Et après avoir tiré des zones de dénombrement, on a énuméré l'ensemble des ménages et on a tiré de façon aléatoire les ménages qui ont été enquêtés. Je vais poursuivre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette enquête, c'est une enquête trimestrielle. Donc, je disais qu'on avait beaucoup de défis. Le principal défi, c'est de maintenir un taux de réponse satisfaisant. Donc, chaque trimestre, on appelle le ménage pour recueillir son opinion sur un certain nombre de variables. Il va de soi qu'après un certain moment, il y ait de la lassitude. Donc, je donne ici, dans ce tableau-là, l'exemple du Sénégal, les écoutes trimestrielles qui ont été faites à partir de la plateforme. On voit qu'à la première enquête, on avait 95%. La quatrième enquête, on est à 89%. L'ANSD vient de finir avant-hier seulement une enquête, la même enquête pour le trimestre en cours. Le taux de réponse également se situe au niveau de 90%. Donc, on voit un peu une chute tendancielle des taux de réponse. Donc, je vais avancer pour dire ce que nous en faisons, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer. Voilà. Bon, on a essayé de... Je vais aller un peu rapidement sur cette partie. Bon, on essaie quand même de regarder un peu le profil des ménages qui ne répondent pas. Je donne ici l'exemple de Bamako. On voit que les cas de refus sont beaucoup plus... bon, c'est un indicateur qu'on a construit. Hein. Quand c'est 100, c'est qu'il y a une surreprésentation des non-réponses à ce niveau. Donc, quand on regarde, par exemple, selon les zones, on voit que les non-réponses, on les trouve un peu plus dans les quartiers périphériques. Donc, je vais aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît, la diapo précédente. Bon, on essaie de regarder un peu le profil des non-répondants selon le niveau d'instruction, parce que les questions que nous posons, on pense que le niveau d'instruction joue beaucoup dessus, notamment des opinions sur la conjoncture. Donc, quand on regarde également, on voit qu'il y a quand même des distorsions qui sont là. On voit que les ménages de niveau académique supérieur, on a généralement des taux de refus un peu plus élevés au niveau de cette catégorie-là. Voilà, je vais avancer pour finir dans les 15 minutes. Bon, au niveau du traitement de la non-réponse, je pense que, comme je le disais, on ne fait pas quelque chose d'ingénieux. On ne fait pas d'imputation des réponses passées. Donc, si le ménage n'a pas répondu, on ne reprend pas ses réponses passées. On essaie de juste corriger les coefficients d'extrapolation et qu'on cale. Et on va calculer les indicateurs seulement sur la base des ménages qui ont répondu. Donc, vraiment pas quelque chose de spécial à ce niveau-là. Bon, dans les échanges, s'il y a des meilleures solutions, on pourra nous le dire. Donc, on continue. Bon, la solution que nous envisageons à partir de 2021, c'est de pouvoir renouveler les échantillons au tiers. Bon, on avait pensé initialement renouveler au tiers après 4 opérations d'enquête. On va faire le bilan des enquêtes qui ont été réalisées sur la période passée pour voir est-ce qu'il faut changer au tiers après chaque opération de collecte. Il y a un peu la problématique de l'échantillon qu'on veut d'une certaine façon constant.
Faut-il attendre 3 enquêtes pour renouveler? Faut-il attendre 4 enquêtes pour renouveler les au tiers? Ce sont des problématiques que nous n'avons pas totalement réglées. Donc, dans cette perspective-là, comme je l'indiquais, en 2021, nous allons essayer de faire tourner un peu l'échantillon pour maintenir un bon taux de réponse. Donc, je vais avancer, s'il vous plaît. Voilà. Par contre, au niveau des enquêtes auprès des entreprises, nous tous, on connaît un peu les difficultés qu'il y avait. C'était difficile d'accéder aux ménages, aux entreprises plutôt. Donc, nous avons conduit un certain nombre d'enquêtes par téléphone pour mesurer l'impact de la COVID-19 sur les entreprises. Donc, ces enquêtes-là, en matière d'échantillonnage, on a déjà une base de ménages et base d'entreprises plutôt que nous enquêtons. On a refait encore un cut-off sur ce nombre-là pour prendre dans chaque secteur les entreprises qui cumulent 80% du chiffre d'affaires. Donc, ces enquêtes par téléphone ont été conduites sur les principales entreprises avec un questionnaire allégé qui nous a permis de suivre pendant la période de la COVID-19 l'impact de cette pandémie sur le chiffre d'affaires, la trésorerie. Je ne le précise pas ici, mais on a conduit pas mal d'enquêtes par téléphone également auprès des banques. Je vais avancer. Voilà, pour le traitement de la non-réponse au niveau de ces enquêtes auprès des entreprises, là-bas également, c'est classique. Pour les indicateurs quantitatifs, lorsqu'une entreprise ne répond pas, on essaie d'appliquer l'évolution qu'on a observée auprès d'une entreprise similaire. Je prends par exemple le cas du Sénégal. Si on a des supermarchés, l'un des supermarchés ne répond pas, on ne va pas reconduire sa valeur, mais on va reconduire l'évolution qu'on a observée dans un supermarché qu'on pense être de taille similaire. Voilà. On a essayé d'exploiter également, dans le cadre de la COVID-19, l'information que nous pouvons avoir sur les cessations temporaires d'activité. C'était par exemple le cas au niveau du système, par exemple des hôtels. L'information ne vient pas, mais on a des correspondants qui nous disent que l'hôtel est fermé. Donc, on sait là que, par exemple, le chiffre d'affaires qui est attendu, ça peut être nul. Donc, on essaie d'exploiter également ces éléments-là pour corriger la non-réponse. Bon. Voilà, donc je vais avancer. Bon, par contre, les indicateurs du type qualitatif, où c'est des sols, où il faut donner des opinions, on a essayé de calculer les sols seulement sur les seules entreprises qui répondent. Donc, pas de report d'informations passées. Voilà, donc on peut avancer s'il vous plaît. Donc, je suis un peu à la fin de la présentation, juste pour décliner un peu les perspectives. Donc, pour 2021, on va déployer des plateformes d'enquête par téléphone dans tous les pays. Il faut dire qu'on s'inspire un peu de ce qui se passe au Sénégal. Cette plateforme-là, on va l'utiliser à la fois pour les enquêtes ménages et les enquêtes auprès des entreprises. On essaie de pouvoir mettre ça au niveau de la Banque centrale. On réfléchit également à la faisabilité d'un échantillonnage à partir de la base des opérateurs de téléphonie mobile. On sait que ce n'est pas facile à voir, mais bon, c'est une piste qui est explorée. Je pense qu'il y a des présentations demain qui vont nous éclairer un peu sur comment le faire en matière de tirage. Et l'autre défi au niveau de la Banque centrale, je ne l'avais pas précisé, mais les enquêtes ménages que nous avons eu à conduire ont été faites dans les principales agglomérations de tous les pays. Donc, Abidjan, Dakar, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de voir comment étendre ces enquêtes par ménage à l'ensemble du territoire, où on va tomber un peu sur beaucoup de ménages, par exemple, qui n'auront pas de numéro de téléphone, qui n'auraient pas de téléphone. Faut-il les doter en téléphone? Donc, ce sont ces problématiques-là qui sont en train d'être étudiées, qui sont les éléments sur lesquels nous devons travailler en 2021. Je vous remercie de votre attention. C'est la fin de ma présentation. Merci, Monsieur Dembo, pour cette présentation. Bon, nous avons bien vu que ces 3 présentations portaient sur des projets, sur des travaux qui sont actuellement en cours. Et donc, il est difficile, effectivement, de centrer son intervention sur uniquement les questions d'échantillonnage qui est donc au cœur de cette problématique aujourd'hui, sans évoquer évidemment les objectifs de cette enquête, enfin de ces enquêtes. Mais bon, en tout cas, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir passer à la séance questions-réponses. Donc, je vais commencer par, grâce aux questions, mon collègue Olivier Gourdon qui a pu sélectionner quelques questions pendant les présentations et m'a fourni un petit tableau que je suis en train
chercher, voilà. Alors, on va commencer par poser une question à Monsieur Oumar Diop. Alors, c'est une question de Monsieur Zoumana Traoré qui intervient demain justement. Sur quelle base avez-vous choisi 10 élèves étudiants par établissement? Je pose une autre question de Monsieur Fedouli du HCP et de Monsieur Thiam, qui souhaite connaître le volume du questionnaire conçu pour l'enquête, le contenu et la durée de l'interview. Et ensuite, une question de Monsieur Silas qui est plus dans le cœur de notre problématique, c'est: y a-t-il eu une stratification au niveau des élèves par niveau et par genre? Et comment les établissements ont choisi les élèves? Est-ce que c'était sur une base volontaire ou bien un autre mode? Est-ce que Monsieur Diop, vous voulez bien répondre à ces questions? Ok, merci Constance, merci beaucoup. Merci aussi aux intervenants. Je pense que la première question, c'est une question qui a, en tout cas, c'est un point qui a soulevé beaucoup de discussions, le choix des 10 étudiants, en fait, qui est guidé par deux aspects. D'abord, pour des contraintes de logistique, parce qu'on n'avait que 122 enquêteurs, pour faire un recensement ensuite, enquêter dans chaque école un certain nombre d'élèves. Donc, il faut peut-être prendre en compte les possibilités. Mais en fait, l'autre aspect, c'est que en termes de stratégie au niveau des écoles et en termes aussi d'appréciation, puisqu'au niveau des écoles, on a en tout cas quelque chose qui est assez homogène, donc c'est une stratégie qui est globale. On s'est dit qu'on n'a pas besoin d'enquêter un certain nombre assez important pour obtenir en fait les indicateurs qu'on veut, puisqu'on a une homogénéité des interventions et des politiques au sein des écoles. Donc ça, c'était pour la première question. Pour ce qui est de la taille du questionnaire, ou bien des deux questionnaires, on avait un questionnaire pour ce qui est des établissements et un autre pour ce qui est des élèves et étudiants. On a le premier fait 10 pages et le deuxième fait 12 pages. Bien entendu, nous prenons en compte que les enquêtes téléphoniques doivent être faites dans un laps de temps qui est assez court pour ne pas désintéresser le répondant ou bien l'agacer. Donc, on a essayé quand même de réduire au maximum. Et l'enquête durait en moyenne entre 15 et 25 minutes. Donc, ça durait entre 15 et 25 minutes généralement. Pour ce qui est du choix des élèves, là, on a essayé dans un premier temps d'obtenir des listes des établissements, ce qui n'a pas été possible. Donc, on a donné des critères. On a dit aux établissements, nous voulons que dans le choix, que vous puissiez prendre en compte le genre. Et pour ce qui est du niveau supérieur, prendre en compte aussi le niveau. Je n'ai pas précisé dans ma présentation pour des questions de temps, mais pour ce qui est du niveau lycée, donc du niveau secondaire, on a enquêté que les élèves de terminale, dans la mesure où les autres ne faisaient plus de cours ou bien les cours ont été arrêtés. L'enquête a été faite durant la période de mars, donc l'enquête visait la période de mars à juin, donc la période où il y a eu des interdictions venant ou bien des restrictions venant de l'État. Et on a essayé d'obtenir ce qu'on a pu obtenir au niveau des écoles. Donc, c'est à eux de donner des listes et nous nous basons sur ça pour enquêter les élèves. Donc, c'est vraiment au volontariat. Merci. Merci, Monsieur Oumar. On a une question qui est aussi intéressante, là, c'est: est-ce que vous avez comparé les effectifs déclarés par les établissements à ceux disponibles au niveau des ministères en charge de l'éducation? Et puis, il y a une autre question également, je termine avant de passer à Monsieur Misbah et à Monsieur Dembo, c'est concernant l'enquête, quelle était la période de l'enquête? Sur quelle population portait l'enquête, vu que l'année scolaire 2020-2021 a démarré en novembre, et pour certaines structures du supérieur, par exemple les universités, l'année scolaire 2020-2021 n'est pas encore achevée. Est-ce que vous pouvez juste apporter je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça. En fait, pour ce qui est de l'enquête, on l'a fait en septembre 2020 et on visait les effets de la COVID. On sait qu'au Sénégal, la période qui était la plus critique, c'est la période de
mars 2020 à juin 2020. C'est la période où il y a eu le couvre-feu, les restrictions de déplacement, les restrictions de rassemblement et la fermeture totale des écoles. On a essayé de capter les effets à cette période-là. Donc, l'ensemble des questions qu'on pose sont plus des questions rétrospectives pour essayer un peu de capter ce qui s'est fait durant ces périodes au niveau des écoles et au niveau des apprenants. Bon, pour l'instant, on n'a pas comparé les effectifs qui ont été donnés par les écoles et les effectifs qui nous proviennent du ministère. Donc, comme a dit Constance, c'est une enquête qui est toujours en cours. On est actuellement en train d'apurer les données. Sûrement, dans ce processus d'apurement, on sera amené à un certain temps pour essayer de voir les données aberrantes ou bien atypiques, à faire des comparaisons entre ce qu'on a eu comme effectif et ce qu'on a eu du ministère. Merci. Merci Oumar, donc très intéressant, tout comme toujours. Travaux en cours, donc vous avez vu l'importance de bien éclaircir en tout cas ces aspects méthodologiques qui feront partie d'un chapitre important en tout cas dans le rapport d'enquête. Et vous avez à peu près tout le semestre pour travailler là-dessus. Et ça donnera l'occasion peut-être de rédiger un article académique, justement, avec toutes ces informations. Merci. Donc, on passe à des questions à M. Misbah. Alors, M. Misbah, plusieurs questions. J'arrive pas à les retrouver. Attendez. Alors, M. Misbah. Ah oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les insuffisances d'utiliser la base de sondage issue de l'enquête ENNVM de 2019-2020, l'enquête de référence donc, qui est combinée au répertoire téléphonique. La plupart des phénomènes abordés dans l'enquête sont fortement influencés par le milieu de résidence, qui est généralement une variable de stratification. Une autre question, c'est comment est-ce que vous avez procédé pour traiter la non-réponse dans ce genre d'enquête panel par téléphone? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et comment est-ce que vous avez corrigé les non-réponses de certaines strates? Est-ce que vous aviez quelques variables auxiliaires et vous pourriez peut-être nous en citer quelques-unes? Et une autre question, que fait-on des ménages sans téléphone? Leur probabilité de tirage est-elle nulle? Et puis, une question de M. Sokou, n'y avait-il pas la possibilité de contacter indirectement les ménages sans téléphone, auquel cas ils auraient dû être inclus dans l'échantillon? Bon, on rappelle que le deuxième passage, c'était par téléphone. Donc, effectivement, l'enquête de référence permettait de recueillir les numéros. Monsieur Misbah, je vous donne la parole pour essayer de répondre à cette première question. Merci pour ces questions. Je vous signale la particularité de notre plan de sondage, c'est que nous avons utilisé l'enquête sur le niveau de vie comme une base de sondage. Donc, une panoplie de questions, on les connaît tous, toutes ces questions concernant et les répondants et les non-répondants pendant Covid. Nous avons opté pour nous avons l'intention que ces derniers temps que le nombre de personnes disposant d'un téléphone il est très élevé et que le taux de non-réponse, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de téléphone, c'est vrai pour la personne pour le monsieur qui a interrogé en milieu rural, oui, mais même si en milieu rural, le taux de couverture du téléphone, c'est pas fixe, mais c'est le mobile. Tous les ménages disposent au moins d'une personne disposant d'un téléphone à ce moment, et surtout sur les derniers temps. L'avantage de ce plan de sondage, c'est qu'on possède une panoplie, une multitude de questions, de réponses concernant et les répondants et la deuxième phase, il concerne que les ménages disposant au moins d'une personne disposant d'un téléphone et non pas le ménage, le chef de ménage. Même si les questions ont été adressées essentiellement au chef de ménage, mais le répondant
doit être une personne des ménages. Donc, le taux de non-réponse, il est un peu faible. Sachant qu'au moment du confinement, toutes les personnes ils sont présentes dans le ménage. Et les absents ils sont très rares. Et l'avantage que nous avons, c'est que le redressement a été fait en se basant sur les réponses au premier passage. Ce n'est pas au premier passage de l'enquête Covid, mais au niveau de la base de sondage. Nous disposons d'une base de sondage contenant une multitude de réponses, sachant que la taille de l'échantillon de cette base de sondage est uniquement de 3300 ménages, que les répondants, pour la deuxième phase, il est de 2000 et quelques ménages. La publication des résultats ont été publiés au niveau uniquement milieu et le sexe, c'est-à-dire sur quatre domaines. Et que le nombre de personnes ayant répondu au niveau de chaque domaine nous permet de calculer les probabilités d'inclusion et de calculer l'erreur commise, sachant que la non-réponse. La non-réponse, le redressement de la non-réponse a été opéré seulement par la correction des coefficients d'extrapolation qui sont calculés sur la base des données de l'enquête sur le niveau de vie, mais redressés selon le sexe et selon le milieu concernant issu des projections de la population et des ménages. Nous avons deux sortes de projections. Nous avons des projections ménages et des projections individus durant la période intercensitaire, c'est-à-dire entre deux recensements consécutifs. Ça, j'espère bien que j'ai répondu à vos questions, madame. Merci, Monsieur Misbah. Moi, c'est plutôt un commentaire. C'est en fait, effectivement, vous avez publié des publications sur chaque thème abordé par l'enquête qui sont disponibles sur votre site. Et en réalité, sur la question méthodologie, il ajoute une page en fait qui présente comment vous avez tiré l'échantillon, ce que vous nous avez expliqué, grosso modo, enquête de référence, plus ensuite tirage de numéro de téléphone à partir de cette enquête de référence dans la première publication. Mais je crois que ça mériterait que vous publiez, enfin que vous puissiez produire un document un petit peu plus technique justement sur ces questions-là, puisque en fait vous avez eu un deuxième passage, mais toutes ces questions qu'on a abordées là pourraient faire l'objet, à mon avis, soit d'un document de travail ou d'une annexe, en tout cas dans un des documents un peu plus fouillés, si vous voulez, que la première publication. Mais encore une fois, les travaux sont en cours, donc nous ne désespérons pas. Oui, allez-y. Oui, on a aussi la possibilité, madame, de publier des résultats au niveau régional pour certaines régions où la taille de l'échantillon le permet. Oui, bien sûr. Sur demande si quelqu'un ou bien un organisme veut les résultats au niveau d'une région, on calcule un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de publier ou de ne pas publier au niveau d'une région, vu la taille de l'échantillon. Si une taille on va utiliser l'estimation des domaines pour les régions qui ont une taille d'échantillon qui est importante. On peut avoir des données au niveau de cette région, surtout pour les grandes agglomérations où la taille de l'échantillon, lorsqu'il passe un certain nombre de personnes ou bien de ménages, pour un indicateur qui est très prépondérant, on a la possibilité de calculer un certain nombre d'indicateurs au niveau de ce domaine. D'accord. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris vraiment votre réponse parce que c'était un peu haché, mais en tout cas, on peut se reporter déjà aux publications et pour y voir un peu plus clair. Et de toute manière, s'il y a d'autres questions, on vous les transférera. Merci en tout cas pour cet éclairage et cette présentation, Monsieur Misbah. Nous allons passer à quelques questions pour la BCEAO. Alors, pour la BCEAO,
deux questions de Monsieur Thiam. Est-ce qu'il y a eu des ménages de remplacement lors du tirage, ou bien ce sont les mêmes ménages qui sont retenus sur toute la période? Je crois bien que c'était les mêmes ménages qui sont retenus sur toute la période, au moins pendant 4 fois. Mais Monsieur Dembo va préciser, confirmer ou non. Avez-vous rencontré des problèmes lors de la constitution de la base de sondage, surtout la collecte des numéros de téléphone au niveau des ménages? Il me semble qu'à partir de l'enquête de référence face à face, on a récupéré les numéros de téléphone. Ensuite, il faut juste s'assurer que les numéros sont encore valides. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui déménagent, qui changent de région? Comment on essaye de redresser cela? Une question de Monsieur Sokou sur qu'est-ce qui justifie justement la baisse du taux de réponse d'un trimestre à l'autre? Une lassitude déjà, mais peut-être qu'il y a autre chose, un changement de téléphone par exemple, et donc non-réponse. Je continue avec les questions. Monsieur Thiam pose la question suivante. Ah ben non, c'est toujours les mêmes ménages qui seraient tenus sur la période. Comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous avez pu gérer les problèmes de réseau? Si le réseau coupe au moment de l'entretien, comment est-ce que vous gérez les données non renseignées? Voilà. Et une dernière question sur les entreprises, parce que vous faites aussi une enquête auprès du secteur des entreprises du secteur formel. Et comment allez-vous procéder exactement pour essayer d'approcher ces entreprises, sachant que la pandémie a pas mal affecté effectivement les secteurs, les entreprises, en particulier celles qui relèvent du secteur informel. Monsieur Dembo, est-ce que vous pourriez répondre à ces quelques questions? Peut-être pas être exhaustif, mais celles dont vous jugez qu'il est nécessaire de répondre. Je vous remercie, Madame Toreri. Je pense que vous avez fait la moitié du boulot. Non. Pour les ménages de remplacement, je pense que c'est... nous enquêtons les mêmes ménages. Donc, pour le moment, on a enquêté les mêmes ménages. Donc, j'indiquais un peu à la fin de mon exposé que nous essayons de voir comment faire tourner cet échantillon-là, voilà, à partir de l'année prochaine. Donc, ce sont les mêmes ménages qui ont été enquêtés. Bon, au niveau de la collecte des numéros de téléphone, je pense que quand on a voulu faire l'enquête, il s'est posé surtout le problème de données personnelles. Parce que les INS collectent les numéros de téléphone avec les ménages et qu'ils doivent après donner à la Banque centrale. Donc, il y a un transfert de l'information qui a été donné à l'INS, de l'information qui part au niveau de la Banque centrale. Et quand cette problématique s'est posée, il y a au niveau des INS, la question a été posée au ménage. Est-ce que le ménage consent à ce que son numéro de téléphone soit transféré à la Banque centrale? Et sur cette question-là, on a eu très peu de problèmes. La plupart des ménages qui ont consenti à donner les numéros de téléphone aux INS n'ont pas posé de problème pour qu'on transfère. Mais la précaution avait été prise de recueillir leur consentement avant de pouvoir transférer ces éléments. Bon, qu'est-ce qui justifie la baisse des taux de réponse? Bon, il y a la lassitude, comme vous l'indiquez. Il y a souvent des ménages qui déménagent également. Les ménages ne sont plus là. Donc, on ne pourra pas enquêter ces ménages-là. Mais la plupart des cas de refus, des baisses de taux de réponse, c'est beaucoup plus la lassitude. Le ménage vous dira que bon, rien n'a changé par rapport à sa perception, il ne veut plus répondre. Donc, c'est beaucoup plus la lassitude qui fait baisser les taux de réponse. D'où la nécessité d'entrevoir un peu, de faire tourner les échantillons pour régler ce problème de lassitude. Bon, le problème de réseau a été posé. Bon, ça va même un peu plus au-delà du problème de réseau. La NSD qui conduit l'enquête, ils ont en tout cas des téléopérateurs qui sont vraiment rompus à la tâche. C'est souvent avoir le ménage, vous appelez le ménage n'est pas disposé à répondre à ce moment. Tel que la plateforme est configurée, le problème de réseau ne pose pas vraiment problème. Une fois qu'on a eu le ménage, même si le réseau se coupe, la partie qui l'enquêtait est enregistrée. Et une fois qu'on arrive à voir le ménage après, on continue l'enquête sur les items qui n'avaient pas été renseignés préalablement. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Bon, les données personnelles, j'ai répondu. Pour l'enquête auprès des entreprises, disons, c'est un peu la faiblesse de ces enquêtes-là.
nous avons comme base de sondage le répertoire des entreprises au niveau des INS. Ce sont les INS qui nous donnent le répertoire des entreprises, de leur recensement des entreprises. Et c'est à partir de ce répertoire-là que nous faisons les tirages pour conduire les enquêtes de la Banque centrale. Et ce répertoire-là, c'est un répertoire essentiellement d'entreprises du secteur formel, pour la plupart du temps. Donc, ce qui fait que les enquêtes que nous couvrons, que nous menons, sont généralement des enquêtes qui sont basées quasi exclusivement sur des entreprises du secteur formel. Même si on pense qu'il y a des passerelles et les entreprises du formel et de l'informel, dans certaines circonstances, on sait très bien que ce n'est pas la même chose. La pandémie n'a pas tapé de la même façon les entreprises du formel que de l'informel. Bon, on pourrait longtemps discuter sur qui a été le plus impacté. Le boutiquier de mon 6 mètres ici à Dakar n'a jamais fermé. Est-ce qu'il a été moins impacté que Auchan, auquel on a demandé de fermer quelques moments? Donc, bon, qui a été le plus impacté? Bon, mais dans tous les cas, on peut être sûr que le fait de conduire l'enquête seulement sur le secteur formel, il y a une partie de l'information qui nous échappe, étant donné que ces deux secteurs-là ne sont pas frappés de la même façon. Je pense que c'est ce que je peux dire au niveau de l'enquête, au niveau des entreprises. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Madame Toreri, je pense avoir répondu aux questions. Merci, Monsieur Dembo. Moi, juste avant de, parce que là, je vois qu'il y a Monsieur Samson Soko qui de l'INSAE qui lève la main, et donc je vais lui donner la parole. Mais moi, justement, par rapport, je rebondis sur la hausse du taux de non-réponse suivant les trimestres. Vous avez évoqué le déménagement comme une des raisons pour ne pas répondre. Mais en même temps, je me dis que les numéros de téléphone que vous avez, c'est quand même la plupart du temps des numéros de téléphone des mobiles. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas les contacter, enfin les avoir au téléphone, même s'ils ont déménagé de région. Après, effectivement, s'ils ont changé de région, c'est de savoir comment vous allez l'intégrer dans votre pondération. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions-là et à cette question-là? Et puis, je vais passer la parole à Monsieur, d'abord, Monsieur Sokou. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi Monsieur Traoré qui avait souhaité prendre la parole. Mais Monsieur Dembo, d'abord à vous, et ensuite, je passe la parole à Monsieur Sokou. OK. Bon, voilà, c'est l'avantage du numéro de téléphone, effectivement, c'est de pouvoir joindre le ménage, même s'il déménage. Donc, quand le ménage déménage et qu'il est toujours dans la principale agglomération à l'enquête, mais quand le ménage sort de la zone d'enquête, puisque l'enquête était limitée aux principales agglomérations, par exemple, le ménage quitte la région de Dakar et s'installe à Saint-Louis, on va supposer qu'on n'a pas pu accéder au ménage. Donc, si le ménage a quitté un quartier A vers un quartier B, on enquête le ménage parce qu'on a toujours son numéro de téléphone. C'est comme ça que nous avons procédé. Ah, d'accord, ok, parfait. Merci pour cette précision. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Sokou. Si vous pouvez activer votre micro, Monsieur Sokou, et poser la question en séance, s'il vous plaît. Ok, merci, Madame. Ok, mon intervention, en fait, c'est par rapport au choix de l'échantillonnage de façon générale pour les enquêtes par téléphone. Bon, j'ai constaté que de façon systématique, comme l'enquête c'est par téléphone, on exclut les ménages qui n'ont pas de téléphone. Alors que dans le même temps, dans nos pays aujourd'hui, avec le développement de la téléphonie mobile, de plus en plus, les ménages ont des téléphones. Même si un ménage donné n'a pas de téléphone, le ménage voisin l'a. Et dans le contexte particulier aussi de la COVID aujourd'hui, il s'est fait que quand on prend les pays de l'UEMOA, par exemple, avec la Banque mondiale, on a fait une enquête sur la pauvreté en 2018-2019, enquête au cours de laquelle on a recueilli déjà les numéros de téléphone des ménages. Et si je prends le cas du Maroc, ils se sont basés sur une enquête récente aussi sur les conditions de vie des ménages. Ce que je fais relever, c'est quoi? C'est que dans le cas du Bénin, par exemple, quand on a voulu faire cette opération, dans le tirage de l'échantillon, nous autres, nous n'avons pas exclu les ménages par téléphone. Nous ne les avons pas exclus parce que le constat d'abord, c'est que 95% des ménages avaient de téléphone. Nous avons fait le tirage en considérant aussi les 5% supplémentaires.
et nous avons développé des stratégies pour contacter ces ménages-là. Les stratégies, c'était quoi? Parce que comme on était déjà passé physiquement dans les ménages, on avait les contacts téléphoniques des autorités locales, des chefs de village et des guides qui ont aidé les agents sur le terrain. Donc, les ménages qui n'ont pas de téléphone, on est plutôt passé par les chefs de village, on est passé par les guides qui avaient aidé les agents enquêteurs sur le terrain pour se rendre dans ces ménages et pouvoir faire l'entretien. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à faire. Donc, c'est ça que je voulais partager. J'ai voulu savoir s'il y avait d'autres stratégies qui étaient possibles dans d'autres pays en fonction de la possession du téléphone par les ménages. Merci. Merci, M. Sokou, pour cette expérience béninoise. Enfin, c'est tout à votre honneur, effectivement, de passer par, comment dire, sur le terrain et d'essayer de capter les ménages qui n'ont pas de téléphone et de leur délivrer un téléphone. Mais là, c'est par le biais du chef de quartier. Ça pose aussi des questions, d'autres questions, en tout cas, sur la confidentialité, etc., etc. Ça demande une infrastructure un peu lourde, je ne sais pas, mais en tout cas, ça demande une infrastructure qu'il faut mettre en place. Je ne suis pas sûre que les INS puissent être en mesure de faire ça dans les régions. L'enquête de référence, effectivement, au Maroc, elle était très bien parce qu'elle est vraiment proche de l'enquête faite par téléphone, donc il fallait absolument avoir un numéro de téléphone. L'enquête pour la BCEAO est un peu différente dans la mesure où elle s'inscrit vraiment dans une logique de panel puisque les ménages sont censés répondre 4 fois de suite. Et donc, vous voyez, 4 fois de suite, ça fait quand même plus d'1 an. Donc, les situations, elles changent beaucoup quand même dans les ménages. Il y a une question qui revient, qui est de M. Diop pour la BCEAO, je crois. On a des poids différents à chaque passage pour un panel. Est-ce que cela ne pose pas de problème pour des analyses longitudinales? Monsieur Dembo, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît? Ou quelqu'un d'autre, hein, Monsieur Misbah, par exemple? Enfin, l'un ou l'autre. Je vais commencer. Oui, allô? Allez-y, Monsieur Dembo, et après Monsieur Misbah. Voilà, d'accord. Donc, on remercie le Bénin pour l'expérience. Juste indiquer pour l'exemple, ce que la Banque centrale a eu à faire, on n'a pas exclu les ménages qui n'ont pas de téléphone. Dans le budget de l'enquête, on avait même prévu de doter les ménages, pas des téléphones de haut de gamme, mais pour pouvoir les appeler. Donc, sur le terrain, étant donné que l'enquête était limitée aux principales agglomérations, on a eu très peu de cas de ménages qui n'avaient pas de téléphone. Si le chef de ménage n'a pas, le pousse là, quelqu'un d'autre là. Et la NSD qui nous a aidés dans cette approche-là, l'Institut national de la statistique, c'est exactement ce que l'approche qui a été retenue. Dans le cadre d'un cas exceptionnel que le ménage n'avait pas de téléphone, on pouvait prendre également le numéro de téléphone d'un voisin par lequel on passait pour joindre la personne. Donc, c'était un peu ça pour dire à ce niveau. Bon, la question, on a des poids différents à chaque passage. Est-ce que ça pose un problème sur les analyses longitudinales? Bon, je pense que ça, je ne sais pas si ça peut introduire des biais importants sur les indicateurs que nous calculons. C'est vrai que, parce que nous, je prends par exemple le solde d'opinion que nous calculons. Est-ce que le fait qu'on ait des poids différents, je ne pense pas que ça puisse poser des problèmes sur l'évolution de ces indicateurs-là. Voilà. Je ne vois pas a priori parce qu'on corrige de l'absence des ménages qui n'ont pas refusé pour pouvoir pondérer et calculer les indicateurs. Ces indicateurs que nous calculons, je pense que de façon, en termes de série chronologique, leur analyse ne devrait pas poser de problème a priori. Merci, M. Dembo. M. Misbah, vous voulez peut-être ajouter quelque chose avant qu'on arrive à la fin? Quelques idées sur une analyse longitudinale et une analyse transversale. Généralement, une analyse longitudinale, on doit garder le même poids. La personne ne doit pas changer son poids dans le temps. Mais par contre, pour une analyse transversale, on change le poids tout en se basant sur une information auxiliaire, à savoir, chez nous,
base essentiellement, l'avantage de chez nous, c'est que nous avons une projection du nombre de ménages d'un trimestre à l'autre. Pour faire une analyse transversale, on change le poids pour remédier à nos réponses, tout en corrigeant nos réponses, en se basant sur l'information auxiliaire qui est les projections du nombre de ménages qui évolue d'un trimestre à l'autre. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'analyse. Une analyse longitudinale, on doit garder les mêmes poids. Une analyse transversale, on corrige nos réponses en se basant sur une information auxiliaire qui est les projections soit de la population, soit du nombre de ménages. Notre avantage, c'est qu'on dispose aussi du nombre de ménages d'un trimestre à l'autre. Concernant l'idée de la personne qui mène une enquête de conjoncture, chez nous, on mène une enquête de conjoncture à 3 passages. On interroge un ménage 3 fois. Puis, le taux de renouvellement de l'échantillon, il est de 1 tiers. Un tiers qui sort et un tiers qui entre. Donc, pourquoi ne pas interroger le ménage 4 fois? C'est pour remédier à la non-réponse. Lorsqu'on dépasse 3 passages, 3 interviews consécutivement, 3 trimestres consécutivement, le taux de non-réponse augmente de manière exorbitante. C'est ça mon idée, madame. Merci, Monsieur Misbah, pour cet éclairage également sur l'enquête de conjoncture. Donc, aller dans le camp de la BCEAO pour réfléchir à ça. Avant de conclure peut-être ce séminaire, il y a Monsieur Omar Diop qui souhaite intervenir. Monsieur Diop. Merci beaucoup. C'était peut-être une suggestion pour la BCEAO, parce que généralement, il faut savoir que la repondération affecte de manière assez significative les indicateurs. Donc, si on a déjà un poids pour un passage, il serait mieux, comme on a déjà l'historique, d'opter pour l'imputation qui n'a pas trop d'effet au niveau des indicateurs. D'autant plus que les ménages, comme motif principal de refus, disent que la situation n'a pas changé. Puisqu'on a le premier passage qui a été pondéré déjà, peut-être il serait mieux juste de continuer avec ces poids et essayer maintenant de reprendre ce qu'on avait déjà de ces ménages-là comme information. Merci. Merci, Monsieur Diop. Donc, écoutez, c'est noté. Merci, Monsieur Diembo. Merci, Monsieur Misbah. Merci, Monsieur Diop, pour vos présentations. Je crois qu'on arrive à la fin et qu'on a épuisé quelques questions. Enfin, il en reste encore quelques-unes, mais peut-être on les abordera demain. On pourra y revenir demain pour la deuxième session. Écoutez, je pense que du coup, là, on a pris une demi-heure. Compte tenu qu'on avait peut-être le panéliste qui souhaite. Il y a Monsieur Madior Fall qui veut intervenir. Donc, Madior, je te laisse la parole si tu veux bien. Non, bon, ça va être très vite. Hein. C'est un petit peu pour exhorter la BCEAO. Pourquoi j'ai posé la question sur l'informel? Parce qu'il y a une enquête de l'UEMOA qui est faite un petit peu dans les 8 pays de l'UEMOA que gère la BCEAO. Ce serait bien d'étudier les moyens un petit peu de tirer dans cette enquête informelle des entreprises informelles qu'il faut rajouter à leur échantillon. Parce que moi, je ne suis pas du tout persuadé que le fait de tirer des conclusions en utilisant essentiellement les entreprises formelles nous donne une image assez juste